semaine passée, on a parlé des belles-mères qui, je suis convaincu, je n'ai pas eu l'occasion de le tester avec la mienne, là. Je suis convaincu, là, mais quand on dit certain, là, les belles-mères demandent juste à ce qu'on leur parle de voitures anciennes, de pièces mécaniques. On parlait de l'embrayage, j'en suis certain aussi qu'elle aimerait bien ça qu'on lui parle de pressure plate, de volant moteur. J'ai cherché des belles-mères toute la semaine. Je voudrais partager cette passion avec nous autres, mais j'ai cherché au centre d'achat, dans un restaurant. J'ai trouvé rien. Tout est fermé. J'ai même été jusque dans les sous-bois. J'en ai pas trouvé non plus. Alors, j'en ai une qui est sous le couvert de l'anonymat. Elle n'a pas voulu se présenter physiquement, mais on a ici Olivette qui m'a avoué bien candidement qu'elle voulait un jour qu'on lui parle de toutes les composantes mécaniques d'une auto ancienne. Puis l'embrayage, ça l'aurait vraiment plu lorsqu'elle aurait été plus jeune si quelqu'un y avait parlé. Puis pour adosser ce que je dis là, ici, selon un sondage pas lourd et léger, les belles-mères interrogées, 90% des belles-mères interrogées qui n'ont pas répondu souhaitaient qu'on leur parle, souhaitaient que leur gendre leur parle d'embrayage, de frein à tambour ou de 6 volts. Alors les gendres, qu'attendez-vous? Ça fait sérieux quand même parce que la marge d'erreur de ce sondage est de 99% une fois sur 20. Ça, c'est sérieux, puis on rit. Fait Olivette qui veut vraiment qu'on y en parle parce qu'on voit qu'elle est malheureuse sur cette photo et puis que toute sa vie, elle a caché ce désir. Bien, on parle pour elle aujourd'hui des freins à tambour. On change la caméra de place. On se place comme il faut. Et voilà. Ça devrait être correct. Bon, ben salut tout le monde qui se sont branchés. Moi, j'attendais qu'il y en ait à peu près 8 ou 900 avant de commencer. Je pense que le compte est bon. Aujourd'hui, c'est les freins à tambour. Les fameux freins à tambour si détestés par tout le monde. En voici un tambour. J'utilise encore une fois des pièces de 2 chevaux parce qu'elles sont plus petites et plus légères à manipuler. Mais ça s'applique à n'importe quel véhicule à frein à tambour. Qu'est-ce que le son est pas bon? Il est-tu mieux le son, Denis? Ou les autres, vous m'entendez? Ou c'est juste Denis parce qu'il est trop vieux? Denis? Dites-moi si le son est bon. Allô? Bon, ben on continue. Bon, on va essayer de corriger l'image. On se rend compte qu'on est couché. On n'est pas dans le bon sens. Pourtant, la semaine passée, on était correct. Bonjour, Martin. On va essayer de changer ça, voir si c'est possible. C'était correct la semaine passée. Ah, ben, écoute, il y a des semaines que ça marche debout. Il y a des semaines que ça fonctionne debout, puis il y a d'autres semaines... Ah, l'image est... Là, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi que... Il y a des fois, l'image, ça marche. La semaine passée, on était à l'horizontale, ça fonctionnait très bien. La semaine d'avant, ça marchait pas, puis là, cette semaine, ça marche pas non plus. Fait que... c'est le mieux que je peux faire, là. Vraiment, c'est le mieux que je peux faire. Bon. Le son est revenu. On n'est plus couché. Tout est correct. On recommence. Là, on fait ça en l'honneur d'Olivette. Ici, Olivette qui triple là-dessus. Les freins à tambour. Bon, ben, pourquoi ça s'appelle les freins à tambour? Parce que ça ressemble à un tambour, bien entendu. Là, je pense que je devrais me monter comme ça pour bien faire, hein, parce que là, avec les trucs qui arrivent, on a bien de la misère cette semaine. Pas grave, on va y arriver. Bon, OK. Prise 32, les freins à tambour. Les freins à tambour, ben, un peu le mot le dit, ça ressemble à un tambour. C'était pas mal la première sorte de freinage des véhicules, quoique... non, Sylvain, je me fâche pas. Là, c'est mieux pour Éric. Bon, OK, tout est correct. C'était pas mal la première sorte de frein.
Avant ça, juste avant ça, c'était généralement des freins avec une bande qui faisait le tour par l'extérieur. Ben, le problème avec ça, c'était assez évident, c'est que tout était exposé aux éléments, à l'eau, la poussière, machin, et puis c'était activé mécaniquement. Ça voulait donc dire que ça marchait les 3-4 premiers kilomètres, puis après ça, ça ne marchait plus tellement bien. Fait que ils ont transféré le matériel à l'intérieur, ce qui était une grosse amélioration. Salut Papa, salut Max, puis Bertrand qui se connectent. Les freins à tambour, c'est les mal-aimés aujourd'hui parce que c'est à cause un peu du beau-frère, puis c'est à cause un peu de l'Internet. C'est vrai que je veux commencer à dire que les freins à tambour, je ne suis pas en train de vanter ça jusqu'à mettre ça sur des véhicules de course, évidemment. Les freins à tambour ont leurs faiblesses, ont leurs capacités, ont leurs limites. Mais pour les voitures d'origine qu'on aime tous, c'est... Bonjour Nicolas. Pour les voitures d'origine qu'on aime tous, les freins à tambour, c'est très adéquat, sinon plus qu'adéquat. Le problème en général, c'est que une fois qu'ils sont détériorés ou dus pour être remplacés, les gens qui font les freins, même dans certains garages, parce que la compétence n'était pas au rendez-vous, parfois ils étaient mal montés, soit avec des mauvaises pièces ou mal assemblés parce qu'il manque des pièces ou ces choses-là, ou étaient mal ajustés. Mais quand je dis ajustés, c'est pas juste la distance entre le sabot et le tambour, c'est aussi la forme du sabot par rapport à la forme du tambour. C'est là que ça coince 80% du temps, et c'est là que la plupart des gens se font coincer ou se font piéger, en fait. On a un exemple de sabot qui est typique, qui n'est pas tellement grand pour les raisons que je dis depuis le début. C'est des pièces légères, les pièces de 2 chevaux, mais c'est pareil à n'importe quoi d'autre, mais en plus petit. On a l'ossature qui est en métal, on a une nervure qui est dans un sens, puis à 90 degrés, on en a un autre ici en métal, qui est soudé. Par-dessus cette nervure-là en métal, on se trouve à y avoir une bande de fibres qui est soit rivetée ou collée. La plupart du temps, c'est collé, et c'est mieux que ça soit collé à long terme. Bon, Christian, il n'y a plus d'image, plus de son. Ça ne me donne rien de te parler et de te demander si tu m'entends. Est-ce que les autres, c'est pareil ou tout fonctionne? Sinon, on a vraiment une journée de merde pour la vidéo aujourd'hui. On continue jusqu'à temps que j'aie des nouvelles de quelqu'un, là. Est-ce que l'image et le son fonctionnent? Pour les autres, disons. OK, j'ai un pouce en l'air, on considère que tout est correct. On continue. La partie fibreuse, c'est elle qui va frotter sur la partie de métal intérieur du tambour. Évidemment. Merci Max, OK, parfait. Denis, good. J'espère, Christian, que ça va se placer. On continue. On a tellement eu de misère, on n'arrête pas pendant que ça marche, là, puis on continue. La partie de fibre, c'est elle qui va frotter sur le tambour. Qu'est-ce qui se passe, bien entendu? Bonjour Sylvain, parfait. Elle va freiner le tambour, là. Bon, Christian est revenu, good. Évidemment, ça va freiner le tambour parce qu'il y a un frottement dessus. Bon, bien, s'il y a un frottement dessus, on comprend que ça freine, puis le côté abrasif de tout ça va ralentir le tambour qui tourne. Bon. Évidemment, il faut appliquer une pression qui suffit à la tâche. On en reparlera tantôt avec le cylindre de roue. Qu'est-ce qui fait arrêter la roue ou le tambour, en fait? C'est que le frottement généré sur le tambour va se transformer en chaleur, puis après ça, va se dissiper. Puis en gros, c'est un peu ça qui freine la roue. Le problème avec ça, c'est que les gens ne vérifient pas toujours l'ajustement interne du tambour. Puis là, je me précipite sur ce problème-là tout de suite parce que c'est le problème principal qu'on rencontre avec les freins à tambour. Évidemment, lui est neuf, il y a un très, très bon fini à l'intérieur. On passe nos doigts dessus, c'est doux comme les fesses des petits bébés, à la limite, là. Mais ça ne reste pas toujours comme ça. Si, à l'usage, les sabots sont remplacés avant d'être si usés que le métal touche, le sabot, lui, va rester relativement beau par la suite. Il n'y aura pas trop de problèmes d'usure. Là, ce qui arrive, c'est qu'en voulant bien faire ou en voulant aller plus loin ou mieux que bien, il y en a qui vont faire tourner les tambours comme ça se faisait très couramment à l'époque. Jusque-là, j'ai pas de problème. Là où j'ai un problème, c'est que si vous faites tourner le tambour et que le sabot n'est pas ajusté pour aller avec après, ça ne freinera pas.
Là, vous allez blâmer le sabot, vous allez blâmer le gars qui a tourné vos tambours, vous allez blâmer, je sais pas, je dirais à la limite, Olivette. Ça ne sera pas de la faute à personne, sauf à vous. L'arc de cercle du sabot a été calculé pour épouser parfaitement l'arc de cercle de l'intérieur du tambour. On le voit bien ici, là. Lui, ben tout est neuf. Ça épouse parfaitement. Si vous machinez l'intérieur du tambour pour le mettre plus beau que beau, forcément, vous allez enlever de la matière. Un roulement de tambour, oui, c'est ça. Vous allez enlever de la matière. Si vous enlevez de la matière, vous agrandissez votre tambour. Là, vous vous dites, ou en jasant avec Olivette, Olivette, c'est pas grave, j'ai fait machiner mes tambours, je vais me servir de l'ajustement pour rapprocher mes sabots flambant neufs que j'ai achetés chez Fitzbach Garage pour corriger la situation puis rattraper le jeu. Qu'est-ce qu'elle va dire, Olivette? Elle va dire, cool, t'es vraiment fort. Vous ajustez vos sabots dans le tambour pour qu'il soit le plus près possible avant de l'installer, juste avant de votre ajustement final. Vous posez votre roue, vous appliquez les freins, ça ne freine pas. Ou ça freine très mal ou très, très peu. Donc là, vous sortez quelques mots d'église, vous pouvez même en inventer. Parce que là, vous vous dites que vous avez dépensé X montant d'argent pour changer vos freins, puis ça ne freine pas mieux. Vous avez fait tourner les tambours, le cercle s'est agrandi, donc l'arc de cercle est plus grand. Il aurait fallu machiner aussi les sabots. Le problème, c'est que les sabots, à l'époque, dans le temps que ça se faisait couramment, la plupart des garages avaient la machine pour les machiner eux autres aussi, pour modifier l'arc de cercle. Mais la plupart ont gardé la machine pour tourner les tambours et se sont débarrassés de la machine pour ajuster les sabots. Ça veut dire que la job est faite à moitié. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les gars? C'est qu'ils prenaient le patron du tambour nouvellement machiné, ils installaient ça dans un support, et puis ils meulaient de façon précise, ils meulaient le centre pour aller rejoindre les deux bouts pour correspondre avec le nouveau tambour. Autrement dit, vous avez compris, le sabot était usé avant d'être installé, ça raccourcissait donc sa vie aussi en même temps. C'est vrai qu'à l'époque, si on recule d'il y a 30 ans, 40 ans ou 50 ans, la main-d'œuvre ne coûtait rien et les pièces avaient une grande valeur, les gens les étiraient au maximum. Ça valait donc le coup. Aujourd'hui, ça ne vaut pas le coup. Il faut, si on remplace les sabots, par exemple, il n'existe plus parce que pour une raison XY, comme la Buick 36 qu'on a en arrière, on a fait les freins, les sabots, on ne pouvait pas les avoir facilement sur une tablette chez Walmart ou au garage de Canadian Tower, forcément. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on les a envoyés faire regarnir avec une nouvelle couche de fibres. Sauf que le gars qui reçoit ça pour faire machiner, pas machiner, mais réinstaller une couche de fibres par-dessus, lui, il ne sait pas le rayon ou l'arc de cercle de notre tambour, s'il est d'origine ou pas, ou s'il a été tourné. Une voiture comme la belle Buick en arrière, on peut supposer que le tambour a été tourné au moins une fois dans sa vie, là, parce que le véhicule a 80 ans pratiquement. Alors, il a certainement été... On n'est pas les premiers, disons, à réparer cette auto-là. Ça veut donc dire que l'information, on ne l'a pas, et que le gars là-bas qui nous regarnit les sabots, il est obligé de les regarnir avec l'arc de cercle d'origine de la matière de métal qui est en dessous. Ça veut dire qu'il est possible qu'on mette des sabots comme ça dans un tambour en très, très bon état machiné, c'est-à-dire avec une excellente surface, et que ça ne freine pas parce que le problème dont je discute, qui est le plus important du lot, c'est que si on n'a plus le même arc de cercle, le sabot, je vais exagérer la situation en le prenant de l'autre côté, le sabot va porter juste sur une partie et non pas sur toute sa surface. Il va faire le berceau à l'intérieur ici. S'il fait le berceau, puis qu'il frotte sur à peu près un tiers de sa surface, on s'entend que ça ne fait pas des enfants forts. Donc, vous revenez de votre balade de frein, vous avez ajusté la distance de vos sabots vers le tambour pour qu'il soit parfaitement bien réglé ou bien approché, puis ça ne freine pas bien, vous revenez. Olivette n'est pas fière de vous, là.
Là, il faut trouver la solution. Là, vous allez dire à Olivette, moi, je sais pourquoi ça ne marche pas, je pense. Ça fait un peu douteux, votre affaire, là. Mais il faut trouver la réponse pareille. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans les voitures anciennes qui a, mettons, plus de tambours disponibles puis qu'on ne veut pas les faire tourner parce qu'ils sont encore relativement en bon état, mais surtout, on ne veut pas les agrandir plus qu'ils ne sont là. On prend des sabots neufs comme ça qui ont été réusinés avec une belle garniture toute neuve. Et là, on va ajuster l'ensemble au complet du métal qu'il y a là. On va former cette partie-là ici en la forçant à prendre la forme qu'on veut. C'est-à-dire, oui, on met une pression ici sur une presse en la retenant à chaque côté et on l'écrase. Évidemment, là, la distance qu'on a besoin d'écraser, c'est relativement minime. C'est pas grand-chose, c'est quelques millimètres. À peine, d'après moi, on ne dépasse pas 2 sur une bande qui mesure 11 pouces, exemple, ou 12 pouces. Là. On ne doit pas dépasser 2 mm entre le départ et la fin. Par contre, ces 2 mm-là sont très importants si on passe du 1/3 à une surface complète de contact, parce que de toute façon, le manufacturier, s'il a mis la largeur puis la longueur de matériel là-dessus de freinage, puis qu'on en utilise rien que le tiers, il ne faut pas s'attendre à ce que ça freine. C'est logique, là. Fait que ça, c'est le problème le plus courant qu'on voit avec les freins à tambour. C'est-à-dire que les freins à tambour, une fois installés de compagnie quand la voiture était neuve, toutes les voitures freinaient bien. Puis ils freinaient à répétition, vous descendiez une côte, ça allait quand même bien, oui. Ça devait très certainement sentir mauvais à l'occasion. Mais ici, on n'est pas dans les Alpes avec des cols bien prononcés qui durent 8, 10, 12, 13 km en descente. Là, on n'est pas équipé de ça. Là. Au pire, on a le Mont-Royal, puis 2-3 côtes à Sherbrooke. Là, puis la côte de Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est à peu près tout ce qu'on a ici. Puis en Amérique, en général, c'est à peu près ça aussi. Là. À quelques endroits, il y a des exceptions, mais sinon, c'est plutôt plat. Les freins à tambour font vraiment un excellent travail. Mais s'ils sont mal montés ou si celui qui le... Bonjour Pierre et Denis. Celui qui les installe tombe dans le piège puis qui ne vérifie pas si l'arc de cercle du sabot... Bonjour Marc. Si l'arc de cercle du sabot n'est pas le même que celui du tambour, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Et voici ce qui se passe en fait. Les sabots sont attachés dans certains cas en bas sur des pivots. Il y en a d'autres que c'est flottant, mais ça revient au même. Si vous poussez avec le cylindre de roue qui est placé là, si vous poussez comme ça pour appliquer contre le tambour une force pour ralentir celui-ci de tourner, mais que c'est juste ici que ça porte puis que le restant ne sert pas, forcément, vous n'aurez pas trop de freinage non plus. Il y en a d'autres, dépendamment de la configuration des freins, ça va être le bas qui va toucher en premier, parce que souvent, l'ajustement est en bas et non pas en haut. Fait qu'on rapproche le bas de chaque côté et qu'aussitôt qu'on va commencer à mettre une pression, c'est le bas qui va toucher parce qu'en haut, il n'y a pas la même distance avec en bas. Fait que ça ne marchera pas. Ou du moins, ça va frotter juste sur une partie puis ça ne freinera pas bien. Qu'est-ce qui va arriver avec votre pédale aussi? N'oubliez pas une chose, que si en haut, il ne touche pas puis en bas, il touche, le cylindre de roue puis la pédale puis le système hydraulique va être assez fort pour faire une flexion ou forcer une flexion du sabot. Fait que vous allez vous ramasser avec une pédale molle. Une pédale qui ne sera pas dure, elle ne vous mettra pas en confiance non plus. Autrement dit, vous allez finir par avoir du frein, mais en pesant comme un fou, avec une course exagérée de la pédale vers le plancher, forcément, pour avoir un système de freinage fonctionnel. Ça veut dire qu'il touche au début juste un peu, puis à mesure que votre pédale avance vers le plancher, bien là, ça monte, la surface de contact s'agrandit, puis là, le véhicule finit par s'arrêter. Puis le petit minou est mort parce que vous avez plié dessus. Olivette ne sera pas contente de prendre ça. C'est ça qui est le plus important, puis c'est la majorité du temps, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas bien, les freins à tambour. On a un exemple ici de cylindre de roue. Les cylindres de roue ont à peu près tous la même forme, le même style, et puis ils ont tous la même fonction, forcément. Où est-ce que le petit bouchon jaune ici, c'est l'arrivée d'huile? Ici, c'est un purgeur, parce que forcément, on ne veut pas d'air dans le système. Et comme il est monté comme ça, le purgeur est en haut, l'huile arrive là, on chasse l'air par ici, puis une fois qu'on n'a plus d'air, bon, on ferme le purgeur, c'est étanche à 100 %, il n'y a pas de problème avec ça. Chaque côté, on le voit ici un petit peu, ici à l'intérieur, puis de l'autre côté, on se trouve à y avoir deux pistons qui, eux, s'écartent quand on pèse sur la pédale. Quand on lâche la pédale, la pression se libère. Avec les ressorts qui tiennent les sabots ensemble, les ramènent
les pistons à leur centre, retourne l'huile au maître cylindre par derrière ou par devant, dépendamment de la position de tout ça. Ça, c'est très, très, très puissant. Comme j'expliquais, si le sabot est mal ajusté avec le tambour, lui, il est capable de le pousser quand même pour aller chercher un peu plus de surface de contact puis d'améliorer le freinage. Mais pour pouvoir en arriver là, vous allez avoir une pédale molle puis une pédale qui s'approche du plancher puis peut-être dangereusement, dépendamment du problème, s'il est grave ou pas au niveau de l'ajustement. Quand vous ferez des freins à tambour, si vous les faites vous-même, puis que vous tombez dans le piège de ça, commencez pas à sacrer contre les pièces eux-mêmes. Commencez par regarder la logique du système. Vous allez vous rendre compte, puis c'est logique aussi, que si le sabot fait le berceau à l'intérieur du tambour, vous ne pourrez pas avoir de bons résultats, c'est sûr et certain. Un petit mot sur les tambours. Les tambours, de la manière qu'ils sont faits, ça, c'est un tambour de roue arrière. Il n'y a pas de ligne ou de moulage pour l'aider à se ventiler ou des ailettes, ou on appelle ça comme on veut. Certains véhicules américains, les gens pensaient que c'était pour diminuer le bruit, mais certains tambours américains avaient un immense ressort qui faisait le tour. Des fois, un ressort à peu près un demi-pouce de diamètre qui faisait le tour du tambour. C'était pour l'aider à se refroidir, en fait. Le ressort sert de radiateur, puis comme il est mince, puis il n'y a pas la même matière que la fonte du tambour, il dissipe mieux la chaleur, puis en tournant, bien forcément, ça aidait à dissiper la chaleur. Il y en a qui les enlevaient. C'est malheureux parce que ces ressorts-là sont très, très utiles. Fait que si vous en avez mis, vous les avez enlevés, vous en avez mis sur votre table de chevet parce que vous trouvez ça beau, ou vous vous faites des colliers parce que vous êtes tanné d'être confiné, puis vous trouvez ça beau aussi dans le cou. Enlevez ça, puis remettez ça sur le tambour. C'est beaucoup plus utile sur le tambour que sur votre table de chevet. Les tambours ont une certaine capacité d'absorption de chaleur. Lui, vu que c'est un modèle arrière, il travaille moins en général qu'en avant, ça c'est logique aussi, va pouvoir se refroidir et accumuler beaucoup de chaleur de façon très acceptable pour un usage normal, jusqu'à un usage, je dirais, sévère. Sur un usage excessif, comme par exemple en rallye, en course, ces trucs-là, ces tambours-là auraient un peu de misère à dissiper sa chaleur. Ce que les coureurs font avec des véhicules non modifiés puis qui sont équipés de freins à tambour, ils vont forcer des tuyaux à s'en aller directement à l'intérieur ici pour les ventiler le plus possible. Des tuyaux style tuyaux de sécheuse un peu, ils vont prendre de l'air frais entre les roues, en dessous, sur le dessus. Et puis, ça va leur permettre de refroidir plus rapidement. Nicolas. Ouais, ça c'est un bon truc. Des fois, je le fais avec de la peinture. Tout le monde, là, à cette heure, je sais que tout le monde lit, je ne répéterai pas ce qui est écrit, mais on peut mettre, si on n'est pas certain que ça touche, on peut mettre un petit peu de primer sur les sabots ou mettre de la craie comme Nicolas dit, ça revient au même. Le but, c'est la même chose, c'est de savoir ce qui se passe à l'intérieur du tambour. Étant donné qu'une fois que le tambour est installé, bien entendu, on ne voit rien. C'est vraiment une bonne idée. Le primer aussi, ça coûte pas cher. On a toute une canne de primer. Ou bien, à la limite, vous prenez le spray net d'Olivette, là, ça va faire pareil aussi. Pourvu que vous sachiez que ça laisse une trace, puis vous pouvez la contrôler comme ça. Il y a certains modèles de véhicules, comme par exemple le beau pick-up Dodge, qu'on restaure, le rouge et blanc, qui est l'autre côté maintenant. On a 2 cylindres de roue par tambour. Au lieu d'en avoir un qui est double piston, on en a un simple piston et un autre simple piston en dessous. C'est-à-dire qu'il y en a un comme ça en haut. On va le mettre comme ça, c'est plus facile à comprendre. Puis l'autre sabot qui est dans l'autre sens, lui, reçoit un autre piston par en bas, comme ça. Ça, c'est tout dans le même tambour. En plus, c'est pas tout. Les 2 tambours s'ajustent en hauteur, pas juste comme ça. Le fait qu'ils s'ajustent en hauteur, c'est vraiment pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Oui, Reynald, c'est bon aussi, mais il faut que tu en laisses au petit bébé aussi, là. Yves, on y revient à la pédale dure pour freiner. Le Dodge, on a eu bien de la misère à l'ajuster parce qu'étant donné qu'on n'a pas juste la distance comme ça, on a la hauteur à ajuster dans le tambour, ce qui rend les réglages absolument pénibles. Faut enlever, remonter, vérifier, mettre un peu de primer. Moi, j'utilise le primer, mais ça revient au même, là. Puis là, on fait tourner la roue un petit peu, pèse ses freins. Quand tu es tout seul, bien là, c'est un peu difficile.
Mais enfin, là, on a hâte de l'essayer. Là, le camion, il y a une très, très bonne pédale. Par exemple, la pédale est dure. Fait qu'on suppose que les sabots se positionnent bien. Se positionnent bien dans le tambour. En général, les compagnies qui fabriquent intelligemment des systèmes de frein tambour, là, je ne suis pas en train de me moquer de l'autre, mais presque, ils vont placer un cylindre double en haut, puis en bas, ça va être flottant comme ça. C'est voulu. Puis lorsque les sabots vont s'écarter, ils vont se mettre un petit peu à bouger en sens de rotation, dans le même sens que le tambour, et ça augmente le freinage sans augmenter la pression sur la pédale. Ça, c'est un bon système. C'est Bendix qui a sorti ça au début des années 50. Et puis, c'est resté très, très longtemps. Aujourd'hui, je pense que tous les véhicules qui ont des tambours encore, même neufs, doivent avoir un système flottant comme ça. Ça fonctionne très, très bien. Les pédales dures, comme M. Lacourcière sur son Nova, c'est un super beau petit Nova qu'il a. Je l'ai vu l'année passée ici. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de mètres cylindres ou de cylindres de roue, mais les cylindres de roue, l'erreur est moins reproduite. Mais les mètres cylindres, il y en a beaucoup qui sont pareils physiquement, qui s'installent dans plusieurs modèles, mais ils n'ont pas tous le même diamètre. Ce qui peut arriver, c'est que, par exemple, je ne l'ai pas vu à l'époque quand vous étiez venu, c'était pour votre toit de convertible, mais je n'ai pas remarqué, mais il est possible que vous ayez un mètre cylindre avec un piston plus grand, qui est très populaire, le 3/4 est très populaire, puis il y avait eu du 1 pouce aussi. Si vous mettez du 1 pouce, vous allez devoir forcer plus pour pouvoir avoir le même effet, mais vous allez avoir une pédale beaucoup plus courte, une course beaucoup plus près du départ. Elle va s'arrêter, elle va aller moins loin, logiquement. Si vous avez du 3/4, elle va aller plus loin, mais vous allez forcer moins. Fait que si c'est exagéré la pédale de votre Nova au niveau de l'effort, il peut y arriver que ce soit les sabots qui soient contaminés par de l'huile. Si les sabots sont contaminés par de l'huile, forcément, ça ne freinera pas bien parce qu'il n'y aura pas une bonne abrasion entre le sabot et le tambour. S'ils sont contaminés, pour compenser, vous allez peser plus fort. Fait que là, il faudrait vérifier si vous avez le bon diamètre de mètre cylindre, parce que dans la période de votre Nova, Chevrolet, Pontiac, tout ça, il y avait plusieurs modèles qui utilisaient le même style de mètre cylindre, mais je suis convaincu qu'il y avait au moins 3 modèles différents concernant la dimension du piston. Fait que ça, c'est à vérifier. Puis le plus facile, c'est d'enlever les roues puis vérifier si tout frotte bien, puis si tout est propre. Parce que si c'est contaminé par de l'huile, forcément, c'est logique que ça va glisser au lieu de mordre. Mais ça, c'est à voir chez vous avec une Corona, vu qu'on est pogné avec le virus un peu. S'il y a quelque chose, on en reparle. Fait que là, les freins à tambour, j'espère un peu qu'on... Le but un peu de la chronique, c'est d'expliquer que le frein à tambour, c'est pas la fin du monde, puis qu'on va pas se casser la gueule, là. Ouais, il n'y a pas de problème, c'est correct. On est ouvert de toute façon. C'est parfait. Les freins à tambour de série, c'est pas vrai, je recommence mon affaire. Les freins à disque de série, sans les mettre en option. Salut Gilles. Sans les mettre en option, sont arrivés à peu près vers la fin des années 60. Il y a des véhicules qui sortaient de série avec les freins à disque. Si on met, mettons, 70 pour faire un chiffron, ça voudrait dire que pendant 60 ans ou 65 ans, les véhicules freinaient avec des freins à tambour aux 4 coins. Puis la plupart du temps, avec des systèmes simples. C'est pas mal contre ce qu'on lit sur Internet, c'est-à-dire qu'il faut mettre un système double absolument. Il faut mettre des freins à disque absolument sur une voiture ancienne, sinon on va se casser la gueule. Eh bien, ça, c'est faux. La seule chose qui permettrait de se casser la gueule, c'est que si vous faites des balades en voiture ancienne et puis que vous ne vérifiez pas votre système, puis qu'à un moment donné, dû à la rouille ou à la fatigue des tuyaux flexibles, ça brise, vous allez vous ramasser avec la pédale au plancher. Vous ne vous ramasserez pas la pédale au plancher, pardon, si votre système est en bonne condition. C'est-à-dire, vous le vérifiez de temps en temps, vous éliminez les fuites, vous avez des tuyaux rouillés, vous les remplacez, les flexibles, vous les remplacez, puis les joints, la même chose, les petits joints en brasse, ces choses-là, vous remplacez tout ce qui fait défaut, ça ne coûte pas tellement cher, les pièces de frein ne coûtent pas cher, surtout les tuyaux et les flexibles, puis pour la plupart, sont encore relativement faciles à trouver. Même la Buick en arrière, on n'en a pas eu besoin, mais on en avait ciblé quelques-uns de disponibles. Fait que c'est pas une raison de ne pas les changer.
Dernier point avant que je l'oublie, Nicolas, c'est qui me le fait penser qu'il change son huile à frein dans sa 2 chevaux aux 2-3 ans. C'est une excellente idée. Dans certaines 2 chevaux, pas toutes, mais dans certaines 2 chevaux, il y a de l'huile LHM. C'est une huile, c'est comme une huile hydraulique un peu. Et ils utilisaient ça sur le modèle à frein à disque. Les autres, comme tous les véhicules américains jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on utilisait de la DOT 3, qui est une excellente huile aussi, malgré ce que tout le monde pense. C'est une bien bonne huile, mais il faut qu'elle soit remplacée, elle aussi, aux 2-3 ans à peu près. Pour ceux qui, j'en ai pas encore parlé, mais j'ai changé celle de ma Pontiac. Elle avait 5 ans, l'huile, puis elle avait de l'humidité dedans, il y avait de l'eau, puis elle commençait déjà à être noire. J'ai dépassé un peu. Mais de changer son huile régulièrement va éliminer toutes les particules, ou pas les particules, mais toute l'humidité à l'intérieur, puis ça va éviter de fabriquer de la rouille puis de faire coincer les cylindres de roue. Autrement dit, pour à peu près 15 piastres d'huile, vous évitez de remplacer un mètre cylindre, 4 cylindres de roue, puis peut-être même des flexibles bouchés ou ces choses-là. En réalité, ça ne fait pas de maintenance qui est bien, bien cher à faire aux 2-3 ans environ. Tu sais, c'est quelque chose de facile à faire, c'est pas coûteux, et puis on sauve une réparation future où on la reporte à beaucoup plus loin. Là. Alors voilà pour les freins à tambour. J'espère qu'on les a démystifiés un peu puis qu'on les aime un peu plus. Puis je me répète, comme j'ai dit au début, je ne suis pas en train de dire que je mettrais ça sur une auto de course. Je ne suis pas en train de dire que c'est meilleur que des freins à disque, mais il ne faut pas oublier une chose, que les compagnies, pour économiser l'assemblage d'un véhicule, ça coûte vachement moins cher à assembler un véhicule avec un essieu à frein à disque qu'un essieu à frein à tambour. Il ne faut pas oublier ça aussi, que les compagnies nous vendaient des trucs. Ils nous vendaient des trucs, je dis pas que c'était pas sécuritaire, mais sur le dos de la sécurité, mais en réalité, c'était pour eux autres, pour accélérer la cadence sur la chaîne. Et puis, on est d'accord que changer des freins à disque, c'est toujours plus rapide que de faire un montage de freins à tambour. Jean-François, la DOT 5, oui, c'est vrai, mais il reste quand même que la DOT 3 coûte pas cher. Puis si tu la remplaces aux 2-3 ans, ça fait la job numéro 1. Mais c'est vrai, tu as raison, la DOT 5, c'est une huile au silicone qui n'attire pas l'humidité. Sylvain, un mot sur le balancement? Oui, c'est vrai. Là, on a un petit problème sur la Buick. On est en train de le régler parce qu'avant d'enlever la transmission pour l'embrayage, on a eu la chance de faire quelques réglages, puis ça s'annonce bien. Pour une raison que, pour l'instant, on ne peut pas être certain à 100%. La Buick, on effleure la pédale de frein. On effleure, bon, je recommence, la pédale de frein, puis les roues en arrière se bloquent très, très facilement. Pourtant, ce beau bateau-là en arrière, là, ça pèse un petit peu plus qu'une chaloupe. Puis c'est pareil comme si c'était un go-kart. Ça freine, ça bloque presque immédiatement. Là, on a réajusté la Buick. C'est un peu primitif, là, étant donné l'âge du véhicule. Les sabots s'ajustant en hauteur aux autres aussi. Fait qu'on a joué avec la hauteur pour que les freins arrière soient moins agressifs. On a fait refaire les freins en arrière. Autrement dit, on a fait installer de la nouvelle matière sur les sabots. Mais en avant, il était très bon encore. Il n'était pas usé. Qu'on a décidé de ne pas le faire. Et qu'il pourrait arriver qu'on soit obligé, d'envoyer les sabots faire pour les sabots d'en avant, faire refaire comme ceux d'en arrière pour qu'il y ait exactement la même matière. Là, ce qui va arriver, c'est que si c'est ça, mettons qu'on fait une théorie, si c'est ça, les freins en avant vont donc être plus agressifs pour la même pression, et puis ça va se balancer avec l'avant-arrière. Aussi, ce qu'on a fait là, juste avant d'enlever la transmission, c'est qu'on a changé les réglages. Ça semble être vraiment pas si mal, mais pour l'instant, on n'a pas de solution encore arrêtée ou à 100%. Si toutefois on décidait les ajustements ne fonctionnaient pas en arrière ou ne seraient pas satisfaisants, puis qu'on décidait d'aller vers l'opération de changer les sabots d'en avant pour des sabots ou de la matière plus moderne, parce qu'elle a une matière assez vieille là-dessus, et puis qu'on se trompe, puis que ça ne fonctionne pas, bien là, on va devoir installer une valve qui va ralentir le débit en arrière pour l'augmenter un petit peu en avant, étant donné que c'est un circuit qui est simple, c'est-à-dire que tout le monde a la même pression en même temps. Fait qu'on va pouvoir ajuster la pression en avant, ou le débit en fait, par rapport à celle d'en arrière pour forcer l'avant à freiner plus qu'en arrière. C'est la solution finale, là. Autrement dit, là, c'est comme la dernière. On ne commence pas avec ça, il faut régler le problème parce que d'origine, il n'y avait pas
ce système de dualité de pression. Mais ça se pourrait qu'on se rende jusque-là. Fait que là, on verra une fois qu'on remettra l'embrayage dessus, qu'on a reçu cette semaine, là. Une fois qu'on aura remis l'embrayage, on fera d'autres tests plus sérieux. De toute façon, on n'aura pas le choix, là. On a besoin de faire des road tests complets. Et puis, si on n'est pas satisfait des freins, on va probablement envoyer les sabots d'en avant faire machiner. En général, si les freins d'origine du véhicule sont montés correctement avec les bonnes dimensions de tuyaux, parce que parfois ça a été bricolé, les bons cylindres de roue, le bon mètre cylindre, quand tout est conforme, le véhicule, généralement, il ne freine pas de façon excessive en arrière. Fait que la Buick a probablement, évidemment, été réparée avant nous autres. Et puis, il y a eu des erreurs très certainement qui ont été provoquées pendant une certaine réparation. Nous autres, on va devoir la trouver. Mais pour l'instant, Sylvain, au moment où on se parle, on avait eu le temps de faire un réglage ou deux, puis ça s'était beaucoup amélioré. Donc, on va aller au plus simple, on ne partira pas directement au plus tragique, mais les réglages ont semblé faire l'affaire. Les véhicules qui n'ont pas d'ajustement en hauteur des sabots, en général, on n'a pas ce problème-là si on a toutes les bonnes pièces qui correspondent au véhicule. Alors, la Buick, on a ce petit problème-là, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Ça viendra sur le sujet pour ceux qui s'intéressent. J'ai changé une en 12 ans sur mon track. Qu'est-ce que tu veux dire, Éric? Une en 12 ans, une pièce, tu veux dire ton huile ou une des pièces? Alors, viens-moi avec tu, Éric, pour que je comprenne un peu mieux, parce que ça fait un petit bout que je placote sur la Buick. Entre-temps, s'il n'y a pas d'autres questions concernant les freins tambours, le but du vidéo d'aujourd'hui, c'était pour un peu les rendre un peu plus aimés que mal aimés, parce que je sais qu'il y en a qui vont me critiquer là-dessus. Probablement, je vais recevoir des messages, mais c'est pas grave. La preuve étant que la plupart des véhicules qu'on sort d'ici, puis je dis la plupart, je dis ça pour rien, là, mais les véhicules qu'on sort d'ici pour les freins, ça freine. Éric, es-tu parti? Veux-tu préciser sa question? Sinon, ben, on se reprend la semaine prochaine. Lâchez-moi un sujet que vous aimeriez qu'on discute la semaine prochaine. Ça va probablement être le dernier vidéo, je pense, parce que cette semaine, on a reçu 4 véhicules. Il y en a 2 autres qui rentrent la semaine prochaine. Fait que je pense qu'on va devoir sauver nos vendredis pour ça. Ah, OK, en 12 ans, les freins en arrière, ouais. En 12 ans, c'est quand même pas beaucoup, là. C'est bien, 12 ans. Aujourd'hui, les freins à disque de véhicules, arrière, il y en a beaucoup qui font juste 20 000 km avec ça. Puis il paraît qu'il y en a quelques-uns qui parlent de revenir aux freins à tambour pour les véhicules ordinaires. On va se coucher. Ben, c'est ça, tant mieux. Moi aussi, j'apprends. Moi aussi, c'est pareil. Jean-François, il me parle des excentriques ou les centreurs de freins pour les freins arrière à tambour de 2 chevaux. En fait, on voit le gros trou qu'il y a ici. Il y a certaines 2 chevaux qui sont venus au monde avec un adaptateur qui rentre là-dedans, qui est parfaitement rond. Un trou au centre pour boulonner dans le fond de la backplate, c'est parfait. Ça place, ça positionne en hauteur le sabot. Il y a eu aussi, puis il existe encore, on les appelle les excentriques, c'est que c'est la même pièce, sauf que le trou pour le boulonner n'est pas au centre, fait que ça nous permet de le tourner sur lui-même, puis ça nous permet au final de monter et descendre le sabot dans le tambour. Ça revient à ce que je disais tantôt. Concernant le Dodge qu'on a fait les freins dessus, qu'il y a un cylindre de roue par sabot, donc 2 par tambour, avec un ajustement indépendant par sabot pour les hauteurs, en plus de l'ajustement à distance. C'est vraiment merdique. Mais ces ajustements-là peuvent être utiles dans certains cas parce que c'est pas une garantie absolue, surtout dans les 2 chevaux, que d'avoir le modèle fixe qui est centré soit totalement à sa place. Alors, nous autres, ce qu'on fait ici, dans ce cas-là, étant donné qu'on fait beaucoup de 2 chevaux, on ne fait pas juste des américaines, je me suis fabriqué un vieux tambour avec des trous, ce qui me permet d'ajuster puis de voir mon sabot, il est où à l'intérieur du tambour. Si je suis coincé avec la Dodge, on a des vieux tambours qui sont restés de ce travail-là, parce qu'il est arrivé avec des tambours, mais il n'était pas bon. Si on ne trouve pas le moyen de les ajuster sans les voir, sans les placer visuellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose. On va ouvrir un tambour, on va le découper pour pouvoir voir la position intérieure des sabots. On va tourner le tambour, puis regarder, puis le placer le mieux possible. Puis comme ça, on va y arriver. Les excentriques de 2 chevaux,
C'est vraiment un bon petit truc, comme je disais à Jean-François, mais ça ne marche pas sur tout. Puis moi, j'aime mieux utiliser celui qui n'est pas ajustable. De cette façon-là, bien, on travaille un peu moins, c'est moins compliqué. Puis 99,9 % du temps, ça fait la job. Bertrand, j'apprécie ton commentaire. Il est toujours aussi drôle qu'en vrai. Non, même pas les francs-tambours, ça m'arrête même pas, t'as raison. Bon, ben salut tout le monde. J'attends vos commentaires pour peut-être le dernier de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on verra si... S'il y a une file d'attente ici pour que je recommence, là, un line-up d'à peu près 800-900 personnes, peut-être que je recommencerai, mais on verra, ou à l'automne. Enfin bref, ça a été une belle expérience. Fait que je vous laisse me suggérer le sujet de la semaine prochaine, puis on verra si on continue au-delà de ça. Allez, bonne journée tout le monde.